sens, Et moi je rappellerai encore une fois les fondamentaux. Il s'agit d'amener le grand public à l'astrologie et que l'imprévision, ça c'est pas le cours numéro 1, c'est pas le cours numéro 2, c'est pas le cours numéro 10, c'est pour l'année suivante. On va essayer de faire ça. Comprendre la complexité de la chose. L'interprétation fait tout de suite de la pédagogie en réalité. Cela dit, malgré tout, la prévision fait quand même partie de l'image de l'astrologie. Elle ne fait pas partie de l'image, elle fait partie de technique. Elle fait de l'image aussi. Les gens lisent leur horoscope. Elle fait partie des apports de l'astrologie. Oui, des apports. Mais c'est ce que les gens veulent. Ils veulent qu'on les aide à d'abord comprendre qui ils sont, ce qui se passe, ce qu'ils vivent. C'est donc expliquer des causalités. Expliquer qu'une lune en bélier, avec la lune en bélier, que la personne a tendance à se comporter comme c'est comme ça. On rend des services. Et puis, ensuite, on peut aller à l'imprévision, dire aux gens, voilà ce qui vous attend dans la vie. Le seul problème, c'est que au niveau psychologique, l'astrologie n'est il y a des choses que vous dites qui se recoupent avec, d'un côté, le travail du psychologue, de l'autre côté, le travail du voyant. Alors, en revanche, la prévision astrologique, c'est quelque chose que vous réglez. La prévision astrologique, c'est quand même quelque chose qui est bien spécifique à l'astrologie. Vous les avez mis où les notes, s'il vous plaît? Je les ai rangées par mes gardes. Là. Merci. Merci. Non, c'est pas spécifique à l'astrologie, c'est spécifique à toutes les sciences. Si l'astrologie est capable de faire de la prévision, l'astrologie se situe parmi les sciences. À quoi ça sert une science? À prévoir. Ça sert à prévoir. À quoi ça sert de connaître la formule de la gravité? Ben, c'est que si j'ouvre mes doigts, le verre va tomber sur la table. À quoi ça sert de connaître les principes de la physique? C'est que si je le fais tomber d'assez haut sur une table dure, le verre va se casser. Voilà, c'est ça la science. Ça permet de prévoir ce qui va se passer. Eh bien, quand l'astrologie arrive à ça, elle y arrive comme elle peut, hein, on ne peut pas dire qu'on fasse de la performance aussi brillante ou aussi irréfutable que celle des sciences dites dures, mais on y arrive. Voilà. Donc, rétroaction, on justifie l'astrologie quand on montre qu'elle peut prévoir quelque chose. Alors, je peux te donner un exemple très concret. Jacques Chirac est Sagittaire, ascendant Verseau. Ok? Bien. L'ascendant, on en revient à l'ascendant, on peut dire aux gens quels sont les comportements qui sont conditionnés par le Verseau à l'ascendant. Une des choses qu'on peut dire, c'est que le Verseau est à l'opposé, la maison 1 à l'opposé de la maison 7, et que si l'ascendant est en Verseau, la maison 7 est en Lion. Ça veut dire que la personne qui a l'ascendant Verseau, du point de vue de la maison 7 étant la maison des associations et des rapports directs avec les gens, que quelqu'un qui a l'ascendant Verseau va avoir tendance à se fier à des gens qui sont dominés par le lion. Et il n'y a rien de plus dominant pour le lion que le soleil en lion. Eh bien, Jacques Chirac a eu 2 premiers ministres. Le premier qui est de Bordeaux, Juppé, il est lion. Et le deuxième, Raffarin, il est lion. Ah, ça commence à impressionner, ça. Alors maintenant, on change de président. On prend M. Sarkozy, qui est Verseau, ascendant Vierge. On prend l'ascendant. En face de l'ascendant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le signe du poisson. Ce signe du poisson est caractérisé par le dévouement, le côté pas complexe, fumeux, brumeux, mais acceptant un petit peu tout. Voilà, pour donner quelques petites indications pratiques. Quel est le Premier ministre qu'a choisi M. Sarkozy? M. Fillon, qui est Poisson. Ah, il y a quelque chose qui est à dire. Et on peut regarder dans le concret comment il se comporte, M. Fillon. Comment il se comporte? Il se comporte en poisson, il accepte tout, on le triture de tous les côtés, on le bafoue là, et il continue son boulot, parce que le poisson est caractérisé par la compassion. Voilà, compassion au sens littéral, il souffre avec. Voilà. Il voit que Sarkozy, il a plein d'idées, mais il faut les faire passer. Ben, il dit, moi je vais m'employer à les faire passer, je tiens bon. Voilà comment on fait progresser l'astrologie. Tu vois, en 3 minutes, je vous ai fait un cours d'astrologie, comme si vous étiez des débutants, et je vous ai transmis quelque chose. Bien. Alors justement, est-ce qu'on peut parler un peu de ton travail là?
Tu l'as publié en quelle année? En 90. Ah oui, il y a 18 ans. Et est-ce que tu peux nous dire comment ça a été, qu'est-ce que c'était comme projet, et puis avec le recul de 15 ans, comment tu le regardes à nouveau, ton texte? Ah ben, vous savez, ça c'est très simple parce que je regarde à la fin, il y a des prévisions. Il y a des prévisions. Voilà. Premier événement, Saturne carré croissant à Pluton. Deuxième événement, Pluton quitte le Scorpion et il entre en Sagittaire en 1995. Il y a quelques lignes sur ce qu'on peut attendre. Troisième événement, il entre en Verseau en janvier 1996. C'est tout passé, on peut retrouver dans les livres d'histoire, etc. Et puis ça se termine avec un 12e événement. Tu vois, il y en a 12, ça tombe bien. Toi qui crois au symbole. Uranus carré croissant à Neptune en 2041. Uranus carré croissant à Neptune, il y a une prévision pour 2041. Et dans cette prévision-là, puisque ça va se passer dans le Lion Verseau, eh bien, on va voir le triomphe de la fraternité. Voilà ce que Robert Jourdain dit, fait des prévisions. Triomphe de la... Mais il faut attendre 40 ans. Enfin, maintenant, il y a plus de 33. 33 ans. Moi, je serais mort, évidemment. Ça correspondrait à quelle configuration? Uranus, carré, croissant. Et qui change de signe. Alors tu peux nous expliquer le... Non, je ne peux pas vous expliquer. Non, d'abord, il faudrait que je m'y remette. Il y a 16 ans que ça a été écrit, je n'ai pas tous les détails en tête. Je vais me remettre dans ma tête. Est-ce que tu m'autorises... Oui, on l'a à la bibliothèque du RAO, mais je ne me rappelle plus que... Est-ce que tu m'autorises à publier ça dans le prochain 3-7 ans? Tu fais ce que tu veux, c'est public. C'est public. Je ne me rappelais plus de ça. Heureusement qu'il a ramené ça aujourd'hui. Alors en plus, moi j'assume, il y a des choses là-dedans. C'est-à-dire que tu es paru avant la création du RAO. Ouais. Et c'est pas pour ça que ce bouquin a connu le succès. Tu envoies ça au Rocher, le Rocher il a rien à foutre de ce machin-là. En revanche, tu fais un joli bouquin sur d'astrologie ésotériste en parlant de... je sais même pas dire les mots parce que tellement ça me débecte tout ça que je peux même pas le retenir. Des grandes considérations, les mouvements, enfin de l'ésotérisme cosmique. Alors ça marche. Ça, moi j'en ai plein ma bibliothèque parce que le Rocher m'envoie tous les bouquins qui sortent. Oui. Oui, parce que comme j'ai été président du RAO, il m'a dans son fichier, il m'envoie les bouquins. Voilà. Les bouquins, je les prends, je les mets sur mon rayon. Et à la fin de l'année, ou je les brûle, ou je les donne à quelqu'un. Mais je vais les donner à quelqu'un, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour les donner. Mais je les ai pas, je les lis pas, je les feuillette, je regarde ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que tu penses des travaux d'autres chercheurs en astrologie mondiale, comme André Barbeau par exemple? Est-ce que tu as été impressionné par ce qui concerne vraiment le 1989, comme Saturne-Neptune? Absolument, j'en parle. Oui, c'était juste, donc ton livre d'ailleurs est paru juste après l'écroulement du mur de Berlin. En fait. Barbeau a fait un excellent travail, Barbeau a ses limites, je ne suis pas un fanatique de Barbeau, mais c'est quelqu'un de sérieux. Voilà, quelqu'un de sérieux. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer, parce que j'ai rencontré des tas de gens, ça c'est un des privilèges d'être président du RAO. J'ai rencontré Jacques Cameron, par exemple, là, à ce titre-là, que je n'aurais jamais pu, je parle d'avant, que j'aurais jamais pu rencontrer autrement, etc. J'ai eu des relations personnelles avec Ruperti. Ruperti, on a travaillé ensemble, il faisait partie du RAO, Ruperti. En tout cas, il nous soutenait, il n'a pas fait partie, il n'a pas payé de cotisation, mais il nous soutenait. Voilà. Et des tas de gens comme ça. Donc on a pu mener une action de relations publiques dans le milieu astrologique pour essayer de faire accepter cette idée d'un effort commun et d'un désir, celui que tu as évoqué au début de notre entretien, savoir comment il faut s'y prendre pour faire adhérer le grand public à l'astrologie, avec comme but accessoire de relever l'image de cette foutue astrologie. Alors, est-ce que les colloques du RAO, ils ont commencé avec Robert Jourdain ou avec... Oui, avec moi, oui. D'accord, donc c'est le concept de colloque, est-ce que c'était pour toi? Ça faisait partie des fondements du RAO. Le premier colloque que vous avez fait, c'est en 2000 en fait. Non, je suis sûr qu'il y en a eu un en 99. Il y en a eu un premier. Il y en a eu un en 99, je suis sûr. Il était encore président du RAO. Je ne suis pas sûr que ce soit le premier. Je suis pas sûr que ce soit le premier sur le Parce qu'il
qu'il y avait ceux de Gilles Verneret avant que vous avez... Oui. Moi, j'y ai participé, ceux Voilà. de Verneret. Verneret, j'ai eu des contacts. Et évidemment, il est sur place, On l'a rencontré il y a quelques très jours. précis avec lui. En plus de ça, c'est l'astrologue privé de ma fille. Alors, voilà. Donc, quand je le rencontre, il me parle de ma fille, il me donne des nouvelles. Elle ne fait rien sans consulter Verneret. Et donc, Etc. Franck Guyenne est un astrologue intéressant, il a dit plein de choses intéressantes. là, on vient d'avoir un colloque, justement, le 25 octobre, sur l'argent. Alors, est-ce que vous êtes content de ce... Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le bilan de tous ces colloques du RAO et de à quoi ça nous sert, à quoi ça sert et est-ce que c'est concluant? Est-ce que le dernier colloque vous a paru intéressant? Est-ce qu'on aurait pu l'organiser autrement? Moi, je suis très très contente du dernier colloque. Bon, c'est vrai qu'on a fait intervenir des gens très différents. On a fait intervenir un astrologue thermique. Bon, on a eu des petites choses amusantes sur la bourse, sur les courses de chevaux. On en pense ce qu'on veut, hein, mais bon, c'est une ouverture. Moi, je prêche vraiment cette ouverture au niveau du RAO. Je pense qu'il faut laisser s'exprimer tous les gens qui font une astrologie de valeur, quelles que soient leurs orientations. Pour certains intervenants, j'ai bien insisté en disant qu'ils étaient en recherche, que donc, voilà, cautionnaient pas forcément ce qu'ils allaient nous dire, cautionnaient pas forcément leur pratique, mais que par contre, c'était de la recherche et qu'il fallait participer à ce type de recherche. Ça pouvait toujours être intéressant. Ça a toujours été l'esprit RAO et je suis très très content. Je le sentais à travers les programmes et les gens qui sont invités, puisque je les connais tous. Des exceptions près. C'est faire en sorte que les gens puissent s'exprimer. Et si les gens viennent devant un public et qui prennent des risques en disant, c'est nous de notre côté qui disons qu'ils prennent des risques parce qu'ils avancent des choses, etc. C'est pas très sûr. Eh bien, ma foi, c'est le public qui jugera. Et puis c'est. Et puis il faut encourager la recherche en astrologie comme dans d'autres domaines. Hein. Il faut encourager la recherche. Ça aboutira pas. Bon, il faut que la recherche continue. Hein. Il ne faut pas que l'astrologie reste sur les bases des Égyptiens. Hein. Il faut absolument qu'on avance et qu'on progresse. Hein. Alors, vous êtes enseignante en astrologie aussi. Alors, quelle est votre conception de l'enseignement astrologique, justement? Comment ça se passe? Moi, j'enseigne une astrologie très très traditionnelle, hein, de toute façon. Je reste sur les bases, sur les grands principes de l'astrologie. Après, chacun peut s'orienter comme il le veut et aller pratiquer des astrologies bien spécifiques dans d'autres types d'écoles. Mais moi, je reste sur des bases très traditionnelles. C'est un choix. Hein. Et je pense que sans ces bases, c'est pas la peine d'essayer d'aller faire autre chose. C'est pour ça que l'astrologie conditionnaliste dont on parlait au début tout à l'heure, je pense qu'on peut l'aborder, mais après avoir acquis les bases. En tout cas, c'est pas ce que les conditionnalistes pensent. Peut-être. Ils pensent qu'au contraire, il faut partir de... Vous me demandez mon point de vue. Oui, alors ça, non, mais d'accord, mais je veux dire que c'est justement pas du tout le point de vue des conditionnalistes qui considèrent que le conditionnalisme, c'est justement la base, et qu'à partir de là, on peut aller vers la tradition, qu'on peut situer la tradition sur ses bases scientifiques en quelque sorte. C'est comme si on disait que l'astronomie n'est pas une base pour l'astrologie. Non. Mais il y a quand même, par exemple, le rapport entre l'astrologie et l'astronomie, par exemple. Donc vous ne faites pas l'impasse sur l'astronomie de toute façon. Absolument pas, puisque je disais tout à l'heure, je fais un stage qui s'appelle l'intégration du cosmos dans votre ciel intérieur. Alors est-ce que les élèves, il y a des choses qui... De toute façon, j'ai fait venir Robert Jourda à plusieurs reprises dans mon école d'astrologie, puisqu'il a conçu, il a acquis, je crois, une belle machine qui permet de montrer un peu comme Belgen, oui, comme le cosmographe. Célescope, tu connais Célescope, oui, enfin un petit peu, mais pas très bien, mais je le connais de réputation. Je rencontrais d'ailleurs le concepteur du télé. Quand tu veux, tu organises une conférence, je viendrai faire une démonstration du célescope. À Lyon ou ailleurs? Où tu veux. Tu peux venir à Paris éventuellement? Oui. C'est pas le bout du monde, Il y aura des Paris. frais de déplacement quand même. Oui, bien sûr. Mais j'ai fait intervenir Robert Jourda à plusieurs reprises dans mon école à ce niveau-là. Et ça, ce sont des notions C'est un bon d'astronomie. étude pédagogique, ça, effectivement. Tous les membres du cercle d'Amalia Abad, voilà, sont formés comme ça. Ils ont eu droit à une séance. Et tous ces camarades, c'est des camarades qui touchaient leur vie en astrologie, qui sortaient des choses, et parfois des choses intéressantes, qui pouvaient même me rendre jaloux. Mais là, je leur ai appris des choses. Et ça, c'est de l'astronomie. Appris des choses sur le plan de C'est purement astronomique.
Justement, comment passe-t-on de l'astronomie à l'astrologie? À mon avis, on passe dans l'autre sens. On passe plutôt de l'astronomie à l'astrologie. Oui, c'est ça, de l'astronomie à l'astrologie. Voilà. Quand on parle de Et la donc, Lune en c'est bélier, dans l'autre sens tout à quand l'heure. on parle de la Lune en bélier, on regarde une planète qui s'appelle la Lune, qui est un satellite, mais tout le monde sait qu'on l'appelle planète, et puis que c'est dans le signe du bélier. Ben, une fois qu'on a repéré ça, ça y est, on a fait de l'astronomie. Oui, mais enfin, si on vous demande... Bon, par exemple, il y a des choses en astronomie qui n'existent pas en astrologie. Quoi? Par exemple, ou qui n'ont pas la même signification. Par exemple, en astronomie, par exemple, une planète, c'est une planète, un signe zodiacal, c'est simplement une convention, par exemple. C'est pas, pour eux, c'est pas une réalité. C'est un Pour découpage. nous aussi, c'est un découpage du ciel en 12 parties égales. en 12 parties égales. Alors Oui, que les mais pour constellations, eux, c'est pas pour les égal. astronomes, ça n'a pas tout à fait la même. Ce qui m'intéresse, c'est comment vos élèves réagissent à ce que vous enseignez. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se posent des questions, est-ce qu'ils posent des questions, est-ce qu'il y a des choses qui passent mieux que d'autres? Moi, je pense qu'à partir du moment où les gens ont compris qu'il y a une similitude entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe à l'intérieur d'eux, là, ils ont fait un grand pas en astrologie. Donc ça montre bien quand même que l'idée que l'astrologie est basée sur le ciel, ça fait partie de leur demande. Ça nourrit leur demande. D'ailleurs, vous disiez que c'était pas forcément ça, mais finalement, c'est quand même une certaine... la connexion entre astrologie et astronomie est quand même un élément important de la promotion de l'astrologie. Tout à fait. Mais il y a un moment... C'est l'accès au cosmos. Bah oui. L'accès au cosmos, il se fait par le système solaire, voilà, tout simplement. Oui. Et au-delà du système solaire, c'est un tout petit micro. Oui, mais par exemple, quand on commence à apporter, je sais pas, par exemple, des certains systèmes de progression, enfin, il y a des notions qui sont directement ancrées sur l'astronomie, d'autres notions en astrologie qui le sont moins. Symboliques. Voilà, qui sont symboliques. Si on aborde le symbolique. Mais pourquoi, je ne sais plus quelle marque, mais la marque Nestlé nous a fait acheter des chocolats en marquant Mars dessus? Ils utilisent le même concept. Hein. Les publicistes, ils ont compris ça avant les astrologues, enfin peut-être pas avant, mais enfin, ils ont bien compris. Hein. Bah oui. Ils ont marqué Mars sur leur chocolat, ils les ont vendus. Hein. Bah oui. Il y a des trucs Vénus aussi. Pourquoi Gillette a vendu, oui. a vendu ses rasoirs pour les femmes, c'est parce qu'ils les ont appelés Vénus. Avant, ils n'arrivaient pas à les vendre, les rasoirs aux femmes. Voilà. Parce que dans le... Ça, c'est la mythologie, ça. Oui. Oui, ben oui, mais ça... là, on est dans le mythologie symbolique. aussi. On est dans le symbolique. Voilà. De tout temps, les êtres humains ont attribué des pouvoirs magiques. Et pourquoi est-ce qu'on a appelé une planète à la Vénus et une nature. planète Mars? C'est aussi du symbolique. Hein. Et là, l'astrologie rejoint la mythologie. L'astronomie, pardon, rejoint la mythologie. Alors à propos d'astronomie, je vais vous poser une question un peu bateau. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les nouvelles planètes ou les planètes qu'on découvre en permanence? Est-ce qu'il faut les Ça fait intégrer? partie de l'évolution de l'humanité. On y réfléchit. Voilà, justement. On y réfléchit. Il faut bien. Ça fait partie de l'évolution de alors l'humanité. là, il y a les gens qui, d'emblée, L'évolution de la dès qu'ils conscience. entendent parler de nouvelles planètes, ça y est, ils donnent des significations. Ils font des essais. On peut vérifier si ça marche. Dans une centaine Ce qui d'années, est on saura important si en c'est bon. astrologie, c'est de vérifier si ça marche. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, si les ascendants conditionnent la nature des comportements ou des personnalités des gens avec qui on s'associe, on peut le vérifier. Je vais vous donner encore un autre exemple qui est un de mes rêves. Un de mes rêves quand j'étais au RAO. Il y a un rapport entre le signe solaire et la longévité. Ah oui, Il y a un rapport. d'accord. C'est sûr à l'avance. J'ai eu la chance d'avoir une liste de 300 centenaires, comme ça, dans un département de Rhône-Alpes. J'ai eu la chance d'avoir cette liste, et avec les dates de naissance des gens. Et j'ai déjà aperçu des choses. Évidemment, sur 300 divisé par 12, ça ne fait pas un grand nombre dans chaque signe. Mais il y a déjà des commencements de signification. Et on peut même utiliser des méthodes statistiques pour dire quel est le degré de probabilité de signification des différences. Voilà. Et mon rêve, c'était d'en faire sur 3000. Pour ça, il faudrait que les astrologues ne soient pas mis au banc de la société, qu'ils aient des introductions à la sécurité sociale, qu'on puisse y aller consulter des fichiers, tout simplement. Consulter les fichiers. Sur place, sans rien n'y toucher, on note les centenaires, quelle est leur date de naissance. Donc tu as trouvé quelque chose. Si on faisait ça sur 3000, on aurait une preuve irréfutable de la validité de l'astrologie. C'est bête, hein, ça c'est tout simple. Il n'y a aucun astrologue qui a essayé de faire ça. Pourquoi ils ne le font pas? D'abord parce que ils ne sont pas certains que la preuve sera apportée, donc ils ont la trouille.
Mais il faudrait se mettre à l'épreuve. Moi, j'aurais pas la trouver. Donc là, c'est Si on me donnait les moyens, cette étude, je la fais et je la publie. Donc là, on revient dans. D'aller sur les états civils de plus de 100 ans. Donc là, on retombe quand même dans la question de certains facteurs qui sont récurrents. On s'en fiche que ce soit des centenaires actuels. Et des éléments récurrents. Par exemple, certains signes sont plus fortement marqués que d'autres. Oui, j'emploierais pas le mot de récurrent, mais il y a. Là, on n'est plus dans l'astrologie individuelle. Il y a des signes solaires qui Voilà. conduisent à une plus grande longévité et réciproquement, il y a des signes solaires qui conduisent à une moins grande longévité. Voilà. Donc là, on n'est plus du tout dans le thème natal, on est dans l'appartenance à une certaine famille zodiacale. Voilà, je connais les deux signes, le signe de la longévité et le signe de la courtiévité. Moi, je veux bien Mais participer à tant cette que la recherche. vérification n'est pas faite, voilà. je ne vais pas me risquer. Alors vous avez Ouais, moi, je veux bien participer à cette recherche. Je veux bien lancer un appel et puis... C'est des gens. Moi, je suis à la retraite au 1er janvier, donc je vais avoir un peu plus de temps. Oui, voilà, dans un mois et demi. Si les gens veulent se lancer là-dedans, moi j'arrive. D'accord, on entend le projet. Allez, moi il faut que je m'en aille parce que je t'avais prévenu. Et celui-là, tu le connais, je suppose. Eh ben, écoute, franchement, tu es méconnu, hein, tu es méconnu. C'est appétissant comme titre. Tu en avais parlé l'autre jour, je crois, du thème astral de Jésus. Oui, comme j'en avais parlé, je me suis dit, la deuxième fois, je vais lui apporter quand même. Alors, tu as pris le premier, eh bien, tu prends celui-là. Il est gâté. Alors, ça, c'est pas édité, ça, c'est tiré à compte d'auteur. Ça, c'est édité. Un petit éditeur, il est rue, il est du 10. Ah, il dit russe, si tu vois. Oui, c'est quand même un éditeur suisse, je crois. Il a. Hein? Il est suisse, je crois. Non. Ah, bon, enfin, en tout cas, c'est Dans dans la région. Ah bon, dans c'est la Paris. région parisienne. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu avais dit? Alors, tu peux résumer rapidement, Moi, je peux résumer rapidement. Oui. avant que tu nous laisses, parce qu'il n'est pas encore midi. Jésus, oui. Non, mais il faut que je parte un petit peu avant. Jésus est né le 6 décembre -6 du calendrier julien, bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas d'autre calendrier. Le 6 décembre -6 à 23h50, très précisément. Il est donc Sagittaire, ascendant Vierge, avec Pluton à l'ascendant. Le thème de Jésus est là-dedans. Heureusement. Je ne sais même plus où à quelle page il est. Voilà. Voilà. Voilà le thème de Jésus actuel. Mais le thème de Jésus à l'époque, les gens ne connaissaient que cette planète et pas 10. Bravo, oui. Donc le thème de Jésus pour le roi mage, le voici. Et ces gens-là qui étaient des gens exceptionnels, parce que la naissance de Jésus a donné lieu au plus grand exploit astrologique de tous les temps. Et je pense qu'il n'y a personne qui arrivera à faire la même chose. Parce que ces gens-là ont prévu la naissance d'un grand roi, c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Ils ont fait des recherches à quel endroit il y avait une probabilité historique, strictement humaine, qu'un grand roi apparaisse. Et ils ont trouvé Israël, et à Israël, on leur a dit, il y a une prophétie qui dit « Et toi, Bethléem, tu n'es pas la dernière de nos cités, puisque de toi naîtra un grand roi. » Tout ça est dans l'Évangile, compulsé par tous les chrétiens. Il n'y a aucun chrétien qui prend conscience que Jésus a donné lieu à un exploit astrologique. Voilà ce que je me suis efforcé de faire dans le bouquin. Le travail que j'ai fait, c'est simplement de retrouver le thème que les rois mages avaient trouvé. Alors si on peut se fier à nos calculs astrologiques d'aujourd'hui, parce qu'il faut remonter 2000 ans en arrière, C'est la fameuse histoire, c'est l'étoile des mages, en fait. je dis, bon, si c'est juste, mais en tout cas, les configurations planétaires, si elles n'ont pas eu lieu le 6 décembre, elles ont eu lieu à une petite différence près, mais elles ont eu lieu. Voilà. Et quand on voit le thème de Jésus tel qu'il est, on tombe les bras en croix. C'est le moment de le dire, voilà, parce que c'est extraordinaire. Bon, eh ben ça, tu lances ça dans le milieu astrologique, tout le monde s'en fout. C'est pourquoi je suis plus au erreur. C'est pourquoi je vous quitte maintenant. Eh bien, écoute, en tout cas, tu annonces des projets. Je pense que ça va reprendre tournure, ce projet de statistiques, là, justement. Alors, les statistiques, c'est justement, ça fait partie de ce que je dis. Ton cadeau. Voilà, c'est ça. Merci. Il y en a 500 pages, quand même, là-dessus.
les statistiques, c'est quand même un moyen justement de dépasser le cas individuel. Finalement, dans ton discours, je crois qu'à pas mal de points, tu es quand même attiré par le collectif, par les statistiques collectives, par l'astrologie mondiale, par des phénomènes d'appartenance. Je crois que tu as dit une chose, t'as donné une chose. Je suis attiré par tout ce qui permet de démontrer que ça marche. Oui, justement. De démontrer que c'est vrai. Voilà, et ben c'est dans le collectif qu'on arrive à démontrer quelque chose, oui. Et chaque fois que je le peux, alors maintenant je pratique très très peu. Je te donne un dernier exemple, cette fois sur le plan strictement personnel. J'ai 2 belles filles, dont une qui me fait très très confiance sur le plan astrologique. Et quand elle s'est mariée, elle m'a demandé de faire le thème du mariage. J'ai fait le thème du mariage. Et la conclusion principale que j'ai tirée, c'est que ce mariage était pour elle en tout cas un but sexuel. C'est-à-dire qu'elle avait rencontré un amant. Et comme c'est un mariage, si on rencontre, si on n'a pas envie de se marier, on prend un amant et puis on mène sa vie. Et là, elle épousait son amant. C'est-à-dire qu'elle a épousé quelqu'un qui était sexuellement parlant un partenaire idéal pour avoir des enfants, pour fabriquer des enfants. Voilà ce que je dis. Ce mariage, pour toi, est fondé là-dessus. Oui, et alors ça a joué? Eh bien, 14 ans plus tard, elle a divorcé. Parce qu'elle avait un fils de 14 ans, un autre de 11 ans et un autre de 6 ans. Voilà. Elle a divorcé, ça s'est arrêté là. Et le jour, elle a pris sa décision de divorce, elle m'a redemandé de lui faire sa RS, puisqu'elle connaît les termes techniques. On fait sa RS. Et dans la RS, il était question de nouveaux partenaires. Sur des bases complètement différentes. Ce nouveau partenaire, il lui apportait quelque chose que son mari, le père de ses enfants, ne lui avait pas apporté. Donc elle a eu l'explication de pourquoi ce mariage n'avait pas tenu, parce qu'il avait atteint ses objectifs. Ce partenaire était un partenaire de fabrique d'étalons. C'est un fabricant d'enfants. Et ses 3 enfants sont formidables. L'aîné, il a 14 ans, il fait 1m84, il a 14 ans, ben ouais, c'est normal, physique, tout passe bien. Mais pour elle, c'est fini. Son partenaire n'a plus aucun rôle à jouer. Et le prochain qui vient, celui qui vient, qui s'est présenté, on se présente de façon tout à fait différente. Ils n'ont pas l'intention de faire des enfants ensemble, mais de mener une vie socio-professionnelle d'une certaine nature et d'une certaine classe, je dirais. Alors que son mari, lui, continuait son petit bonhomme de chemin, un petit peu néant. D'où les bienfaits du divorce. Voilà ce qu'on peut dire aux gens, voilà comment on peut leur rendre service, en leur expliquant ce qui se passe. C'est-à-dire que l'astrologie leur dit, voilà le besoin que tu avais, et il est pour moi parfaitement respectable. D'ailleurs, c'est une notion que j'ai élargie. Mon métier m'amène à étudier de très très près les phénomènes de parenté. Les femmes épousent le père de leurs enfants. Voilà ce que les femmes épousent aujourd'hui, et depuis déjà des années. Alors Juliette, toi qui as... Et quand cette phase de vie est faite, on se retrouve l'un et l'autre, parce que ça marche des deux côtés. Bon, maintenant, qu'est-ce qui nous relie? Et on passe à autre chose. Alors, vous avez fait un avis sur ce sujet, sur le mariage, sur le couple, Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que là, tu viens de faire une allusion à la psychologie féminine. Et c'est vrai que c'est des éléments que l'astrologue doit considérer. Il faut qu'il y ait des données. C'est pas des données forcément astrologiques, mais c'est des données qu'il faut intégrer en astrologie. C'est-à-dire, si on fait une recherche sur le plan psychologique, on tire des conclusions, on dit, ben voilà comment ça fonctionne, on explique les comportements. Si l'astrologie vient éclairer, cette fois sur le plan, historique, elle situe ça dans la vie de la personne. Un mariage, c'est une phase de vie, un mariage, c'est fait sous une certaine configuration astrale. C'est pas du hasard. On se marie pas tel jour par hasard. Et on se marie pas avec telle personne par hasard. Et donc là, le thème du mariage explique quelles sont les attentes de chacun des partenaires vis-à-vis de l'autre. Si on explique ça aux gens, on leur apporte du confort. Parce que cette jeune femme-là, elle n'était pas particulièrement fière de son divorce. Si jamais on n'est jamais fier de ça, c'est toujours une épreuve, c'est dur. Et quand on dit, ben voilà, ton but c'était ça,
Ben, il faut l'accepter. On donne un sens à la vie des gens. On donne un sens à la vie. Merci pour cette conclusion brillante. Voilà, bravo. Vers laquelle on allait. On va continuer un sur petit peu. ce mot de la fin qui... C'est un point qui me paraît important, justement. Ben, Le désaccord entre les astrologues n'est pas forcément une mauvaise chose. Ah oui, non, ça c'est autre chose. Donc on n'a rien de particulier dans le milieu et c'est tout à fait logique Parce qu'elle puisqu'on n'a connaît le aucune milieu, reconnaissance sociale. Donc je pense même que ça pourrait être pire. Il ne Oui, faut pas parce se plaindre. Hein. Non, moi ce que je regrette, c'est qu'on n'est pas, par exemple, au niveau de la revue du RAO, que personne ne réagit jamais aux articles. C'est vrai. Voilà, je trouve que c'est dommage. C'est pas pour enfoncer l'autre, mais juste pour dire, bah tiens, en fait ça j'ai essayé, mais chez moi ça ne marche pas, ou demander des explications complémentaires, et ça on n'a jamais de retour à ce niveau-là. Donc ça, c'est Non, elle va aux dommage. toilettes. Mais je veux dire pas que moi, par exemple, ce que je fais, moi j'envoie mes articles par Internet et je reçois des réactions que je publie en même temps que je les envoie avant la publication officielle avec les commentaires des gens qui ont reçu. Et mes propres réponses. Et les réponses de l'auteur de l'article. Vous pourriez, à mon avis, sur le 3711, envoyer à l'avance aux abonnés la revue, en leur demandant de faire des commentaires et leur disant que les commentaires seraient intégrés et éventuellement avec le possibilité de répondre aux commentaires. Ah oui, ça effectivement, ça peut être une option. Moi, Bon, c'est ça à fonctionne gérer. pas mal, ça. Je vous assure que ça fonctionne pas mal et grâce à Internet, ça peut se faire assez bien. Ça va augmenter un petit peu, ça peut augmenter de 2 ou 3 pages la revue, mais, Oui, non, mais effectivement, c'est une option qu'on peut envisager. moi, je la pratique depuis des années avec une certaine satisfaction. Quitte à ce que l'auteur réponde lui-même, c'est interactif. Mais Il n'y a quand même pas beaucoup, enfin, je ne sais pas si vous avez beaucoup de retours, mais en principe, il n'y a pas beaucoup de retours dans ce genre de demande. si les gens voient que, moi par exemple, il y a des gens qui me disent ah, tiens, vous publiez nos commentaires, ça encourage. Par exemple, la prochaine, j'ai au moins eu 5 ou 6 articles qui ont été commentés par des gens différents dans le prochain numéro 26. Donc c'est pas inconcevable. Oui, non, mais c'est une option, effectivement, il faut peut-être l'envisager. Et puis ça permet à l'auteur de repréciser sa pensée ou de répondre. Non, ça peut continuer comme ça indéfiniment, mais pourquoi pas. Moi je pense qu'il faut intégrer les dialogues Internet sur le papier. C'est-à-dire qu'il faut que ce qui est discuté en forum, sous une forme ou une autre, soit utilisé ensuite sur le papier. C'est Ça ne reste pas éphémère. Voilà. Et moi, je sais que dès que quelqu'un m'envoie un mail sur un article, moi, je l'intègre dans l'article quelque part. Bon, effectivement, la première fois qu'on s'était rencontrés, on avait quand même envisagé avec M. Brémorel, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que chaque fois les discussions dépendent des gens qui sont là. Donc dès qu'il manque un certain personnage, ça déséquilibre la discussion et ça part dans un autre sens. Et oui, à ce moment-là, il faudrait créer des groupes de travail. Mais bon. il faut que ces groupes de travail soient équilibrés. C'est comme dans un colloque. Si vous invitez que des gens qui sont du même avis, c'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit là, qui apporte... À ce moment-là, il faut créer des groupes de travail et que les gens s'astreignent à venir et à travailler. Il faut prévoir le sujet à l'avance, il faut que les gens s'astreignent à travailler sur le sujet et arrivent avec le sujet déjà préparé. Et après, il y a un échange sur le travail qui a été fait individuellement. Bon, voilà. Donc, le prochain colloque du RAO, donc c'est dans un an. Ce sera en octobre 2009. Pour l'instant, je ne sais pas encore décidé par le conseil d'administration, mais je pense qu'on fera genre astrologie pratique, astrologie de tous les jours, quelque chose comme ça. Voilà. Je pense que c'est le sujet que je vais proposer à mes collègues du conseil d'administration. Donc on décidera ça. Donc ça, on a ça en scoop, là, en premier. Voilà, tout à fait, c'est un scoop. Voilà. Et je pense qu'on s'axera sur peut-être... Alors comme vous avez dit, l'autre jour, lorsque je vous ai interviewé au colloque, vous m'avez dit, vous allez sur Internet pour voir les gens qui ont des choses à dire, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ça, c'est une très bonne chose. Vous allez sur la clé, vous allez sur différents sites, et puis vous dites, tiens, celui-là, il a des choses vraiment intéressantes, donc on l'invite. Voilà, tout à fait. Et comme on a son mail, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, par mail, déjà, on prend contact, on lui demande de préparer une intervention potentielle par écrit, déjà, de nous envoyer un texte d'une dizaine de pages sur l'intervention telle qu'il voudrait la faire sur le sujet qu'on a prévu. Et puis, bon, après, on choisit et on décide.
qui ne prend pas. Parce qu'il y a dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les... C'est des gens qui... Mais de toute façon, on est obligé de se limiter. On est obligé de se limiter en nombre, déjà pour que chacun ait suffisamment de temps d'expression. Et puis, on a un problème de coût aussi. Hein. Oui. Ah, bon, on a des confrères belges qu'on aimerait bien inviter, mais on n'a pas les moyens. Hein. Ça dépend aussi du public qui vient. Ça dépend du public. Et puis, bon, oui, et puis il y a ce problème de coût. Hein, de toute façon, justement, c'est une question que je me posais l'autre jour. Gérer le RAO, comment gérer l'entreprise. Oui, c'est une question que je me posais l'autre jour et j'avais envie de vous la poser. Ouais. C'était de savoir, vous savez qu'il y a des gens qu'on appelle bancables, on dit ça en artiste, c'est-à-dire, est-ce qu'on va dire, on invite celui-là parce qu'on sait que ça va quand même faire venir du monde ou que ça va pas faire partir du monde, enfin je veux dire... Bien sûr, on est obligé de conserver au niveau d'un colloque au moins une ou deux grandes pointures. Voilà. Parce que bon, ça, ce sont ceux qui font effectivement venir les gens. Voilà, c'est ça. C'est ceux qui font prendre les entrées au colloque. Et puis ensuite, à partir du moment où on a au moins ces deux grandes pointures... C'est comme quand on fait un film, quand on monte un film, il faut une ou deux vedettes. C'est la même stratégie. Hein, oui, non, mais ça m'intéressait justement parce que c'est vrai que... Et à partir de là, après, on peut ouvrir la porte à des gens moins connus et qui ont justement cette opportunité pour se faire connaître. Oui, parce que c'est une politique que moi j'ai jamais suivie, mais peut-être que je vais la suivre, effectivement. C'est vrai que on fait venir une ou deux personnes vraiment très connues, puis après on fait venir d'autres personnes dans la foulée. Bien sûr, moi je suis un ancien expert comptable, hein, donc gestion d'entreprise, je connais. Voilà, oui, oui. Non, mais je pense que c'est effectivement... Mais c'est loin de l'astrologie. Hein, c'est un petit peu ce que fait probablement aussi notre groupe, la Madame Gestas, Source. Il faut quand même qu'il y ait une ou deux personnes que les gens veulent... les gens veulent voir cette personne, veulent écouter cette personne, et puis les autres, par contre, on peut les faire venir, alors qu'elles-mêmes ne font pas venir elles-mêmes du public. Donc ça, c'est une leçon. On a des frais fixes, hein, on paye la location au CDSL, donc on paye nos intervenants, on leur paye leur déplacement, donc il faut couvrir les frais. Hein. Alors, comment ça s'est passé, par curiosité, comment ça se passe le fameux dîner de clôture On invite nos intervenants. Ils se retrouvent, c'est assez sympathique, c'est comment ça se passe? Très sympathique. Cette tradition Oui, c'est très sympathique parce qu'effectivement, les intervenants se retrouvent entre eux, donc ils peuvent discuter entre eux, c'est beaucoup plus convivial évidemment que pendant le colloque, parce que pendant le colloque, on est obligé quand même de garder une certaine ça c'est réserve, la troisième mi-temps, c'est un peu le... Oui, c'est ça, c'est tout à fait, c'est la troisième mi-temps, tout à fait ça. Et il y a parfois des choses intéressantes qui se font à ce moment-là? Des échanges très intéressants là qui se font. Et alors, est-ce que vous allez... Je crois que vous n'avez pas filmé le colloque, là. Non, le colloque, on ne le filme pas. C'est parce qu'il y a des actes qui paraissent ou c'est... Voilà, c'est parce qu'on fait paraître les actes. Moi, je pensais qu'on pourrait filmer, par exemple, la table ronde, voyez-vous, qui n'est pas souvent... oui, mais je trouve que ce serait dommage de filmer... Alors, ou on filme tout, c'est une option, hein, ou bien là, on filme rien. Parce que filmer que la table ronde, c'est vraiment réduire le colloque aux quelques questions qui peuvent être posées, qui sont souvent complètement hors sujet en plus. Oui, c'est vrai. Alors donc, je trouve que c'est dommage de filmer que la table ronde. Oui. Mais enfin, ça, au moins, ça n'empiète pas sur les actes du colloque. Oui, effectivement, mais bon, non, je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que ça voudrait dire qu'on a parlé que des 2-3 sujets qui ont été... Oui, mais enfin, on garde un souvenir, il y a tous les intervenants qui sont là, ça donne un petit... Vous vous rendez compte, si vous aviez filmé toutes les tables rondes depuis le début des colloques du RAO, on aurait quand même... On a des photos par contre. Oui. On a des photos. Et effectivement, les photos des tables rondes où on a tous les intervenants. En tout cas, grâce à vous, j'ai pu filmer les intervenants en dehors de leurs prestations, et ça c'est quand même quelque chose qui pourra vous intéresser éventuellement. J'ai eu un entretien assez long avec Monsieur Le Bihan, avec Emmanuel Leroy, avec... Alors ça, ce sont des gens qui ne sont pas vraiment connus dans le milieu astrologique pour l'instant. Oui, d'ailleurs vous les avez découverts avec Monsieur Richard aussi. J'ai 3 longues interviews avec ces 3 personnages. Voilà. C'est pas eux qui ont fait venir le monde. Non, absolument. Ça, ce sont des gens qu'on a propulsés effectivement à l'occasion du colloque. Bon, après ils feront leur chemin. Hein, mais les autres, je les avais déjà interviewés. Alors Lynn Bell et Hubert Brun. Oui, parce que ça, c'est des gens qui sont déjà bien introduits dans le milieu astrologique.